Bienvenue dans cette nouvelle édition de Défense. Et qui de mieux pour parler de cet état d'alerte maximal face à l'Iran et face au Hezbollah que le général de brigade Ran Kochav. Bonsoir. Merci d'être avec nous, sans doute l'un des hommes les plus recherchés par les médias actuellement, ancien commandant de la défense antiaérienne et ancien porte-parole de l'armée israélienne. Ça vous fait sourire, Ran Kochav. Combien de temps Tsahal peut rester en état d'alerte maximale comme ça? Tsahal est en état d'alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment en permanence, 365 jours par an. Bien sûr que cet état d'alerte croît ou décroît, mais le système de défense aérienne que j'ai dirigé et l'armée de l'air de manière générale, et c'est vrai aussi pour la défense civile, pour l'ensemble de l'armée, sont aujourd'hui dans un état d'alerte encore plus élevé du fait de la situation géopolitique actuelle, du fait de l'attente d'une riposte iranienne, perse. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons continuer longtemps. En fin de compte, c'est là la mission de l'armée de défense d'Israël, c'est de se préparer et de défendre les citoyens d'Israël, l'État d'Israël et l'espace aérien israélien. À ce propos, l'un des officiels iraniens a déclaré qu'une mort lente était plus compliquée pour Israël qu'une mort tout court. Vous lui répondez quoi ? Vous savez, je ne suis pas certain que je sois d'accord avec cette métaphore. Il ne fait aucun doute que cette attente insoutenable a un impact sur les Israéliens, sur les combattants, sur les citoyens en Israël. Mais je pense que nous sommes un peuple fort, un peuple éternel, nous avons beaucoup de patience, nous avons connu déjà des jours plus difficiles que ceux-ci, et si, pour être honnête, nous souffrons plus des températures et de la chaleur en ce mois d'août que de cette attente dans nos pièces climatisées. Une manière de répondre donc aux Iraniens. Et les Américains dans tout ça, parce qu'ils ne vont pas rester ad vitam aeternam dans la région, c'est pas possible. Les États-Unis d'Amérique, qui est probablement nos meilleurs amis, mais il y a aussi les Britanniques, les Français, d'autres pays modérés. Eh bien, ces pays sont à nos côtés, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan dissuasif face aux Perses. Mais nous faisons essentiellement confiance à nous-mêmes. L'armée de défense d'Israël, surtout en ce qui concerne ses systèmes de défense et d'attaque, est une armée forte. Et nous jouissons bien sûr de cette coopération internationale, surtout avec les Américains, les Européens et les autres. Mais nous sommes capables d'accomplir la plupart des missions de manière autonome. Nous espérons aussi que les États-Unis continueront à être à nos côtés tant que ce sera nécessaire. J'aimerais votre réaction sur le dernier drone présenté par les Iraniens, le Mojair 10, capable de parcourir 2000 km, rester en vol 24 heures et 300 kg d'explosifs. Est-ce que les Israéliens peuvent intercepter ce genre de projectiles ? Les Perses et les Russes également, de même que les Chinois, les Nord-Coréens, avec les proxys iraniens, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, et aussi les milices chiites en Irak, tous ont développé cette armée volante. Des drones de toutes sortes, de tailles différentes et de types différents. Et c'est quelque chose qui continue à se développer. Cela va de tout petits drones, vraiment. Ensuite, on a pratiquement des avions autonomes de grande taille. Et ce que vous montrez, les images que vous montrez, en fait, c'est une copie d'un drone israélien, peut-être aussi d'un drone américain qui a été pris par l'ennemi.
Je pense qu'on peut y faire face. Je vous rappellerai que plus le drone est lourd, Mhm. plus il est grand et plus il est facile pour les combattants de la défense aérienne. C'est plus facile de les intercepter. Cela reste un défi important parce que l'empreinte radar est relativement restreinte, mais je suis convaincu qu'on pourra faire face à ce défi également. Et j'imagine que vous n'enviez pas votre successeur actuellement chef de l'armée de la défense antiaérienne d'Israël, qui a du mal actuellement avec les drones, notamment sur la frontière nord. Nos confrères de la presse israélienne ont parlé du Vulcan, une ancienne mitrailleuse lourde qui serait capable d'intercepter des drones. C'est quoi finalement? Est-ce que la solution, c'est pas de prendre les anciennes technologies pour faire face aux nouvelles technologies? C'est une excellente question. J'envie beaucoup mon successeur et j'aurais été très heureux d'être à la tête de la défense aérienne aujourd'hui. Je pense que c'est le pic d'une carrière mais heureusement mes élèves m'ont dépassé. Celui qui est à la tête de la défense aérienne aujourd'hui fait un travail excellent. J'ai eu la chance d'être chef de bataillon d'un Vulcan sur le front libanais. Et à l'époque, on devait déjà faire face avec tous ces drones de toute taille et de tout type, et avec une réussite partielle. Depuis, on a bien progressé. Néanmoins, la mission première de la défense aérienne, c'est de faire face à des missiles, à des roquettes et à des milices. Alors, ces drones, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir pénétrer, mais ça n'est pas une menace stratégique contre l'État d'Israël. Malheureusement, ils pénètrent sur le territoire israélien, ils touchent leurs cibles. Heureusement, dans la plupart des cas, on parvient à les intercepter, soit avec des avions, soit avec des drones, soit avec la défense antiaérienne. Mais pour répondre à votre question, il serait bon effectivement de réfléchir à l'usage de canons, de mitrailleuses et d'autres méthodes, pas seulement pour la défense aérienne, mais aussi contre ces drones. Le défi, c'est de découvrir ces appareils. Quand on les voit, on peut tirer, mais si on ne voit pas, si on ne détecte pas ces appareils, ces cibles au radar, ce sera très difficile de les intercepter. Et sur ce plan, effectivement, les canons un peu anciens sont meilleurs que les missiles sophistiqués. Il est possible que ce soit la direction à prendre, et le Vulcan, c'est une des possibilités. Ranko, c'est votre surnom. Je ne peux pas vous laisser partir et conclure cette interview sans vous poser la question sur la guerre de la communication. Vous avez été également porte-parole de l'armée israélienne, général de brigade. Est-ce que, je sais que vous n'aimez pas parler de Daniel Hagari, de ce qu'il fait, mais est-ce que ça aurait été quand même pas mieux, lorsqu'un porte-parole de l'armée israélienne arrive sur le pupitre, de calmer la population et en même temps de dire dans la même respiration, si le Hezbollah bronche, il ne restera pas en vie? Là aussi, c'est une excellente question. Je ne veux pas délivrer de notes au porte-parole de l'armée. C'est d'ailleurs le seul qui s'exprime, et je pense qu'il manque un porte-parole du pays qui ne serait pas un officier en uniforme, qui pourrait commenter non seulement les opérations de l'armée, mais aussi ce que fait le gouvernement, ce que fait le pays. Et comme il n'y a pas ce porte-parole politique, je pense que le porte-parole de l'armée doit plus s'exprimer, et c'est pourquoi moi aussi je donne des interviews et j'essaye d'aider les Israéliens à comprendre la complexité des défis. Les Israéliens sont intelligents, ils comprennent que nous sommes attaqués sur plusieurs fronts actuellement, que l'on combat à la fois contre le Hamas dans la bande de Gaza, contre le Hamas et d'autres Palestiniens en Judée et Samarie, contre le Hezbollah au Liban, contre les milices chiites en Irak, contre l'Iran, et avec cette riposte qu'on peut attendre, peut-être quelque chose qui ressemblera à ce qui a été fait en avril. Et il y a aussi les Houthis en Yémen. Donc tous ces fronts, c'est une situation complexe. Effectivement, c'est une période qui n'est pas simple, qui est tendue.
Mais je suggérerais de ne pas paniquer et non plus de ne pas entrer dans une espèce d'état dépressif. Et c'est-à-dire, voilà, il ne faut pas trop s'enthousiasmer et aussi être déprimé lorsqu'on attend une attaque iranienne. Donc, une situation bipolaire, de se réjouir lorsqu'on parvient à éliminer Mohamed Def ou Moursan, le chef d'état-major du Hezbollah au Liban, ou Haniyeh au Iran, en tout cas selon les médias étrangers, et ensuite s'inquiéter outre mesure lorsqu'il faut voilà, avoir de l'eau dans notre pièce protégée. Je pense que les Israéliens doivent eh bien, qu'on leur fasse des briefings, que le porte-parole de l'armée leur fasse des briefings. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut un dialogue continu avec les Israéliens. En général, cela se fait bien, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait augmenter le rythme de ces briefings. Merci infiniment, Ren Kochav. La dernière fois que je vous avais vu, c'était en uniforme. Voilà, vous êtes en tenue civile. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup et qu'il y ait une bonne soirée et une soirée calme et tranquille. Et après l'attaque mortelle dans la vallée du Jourdain, en début de semaine, les forces spéciales de l'armée israélienne ont opéré dans le village de Toubas, l'un des bastions terroristes en Samarie. Nous sommes autorisés à publier d'ailleurs le fait que 4 soldats ont été blessés, dont un plutôt assez sévèrement, et ont saisi d'ailleurs les soldats de l'argent qui sert à financer ces activités terroristes. Ava Merji. Des explosions à Toubas. Mercredi matin, les forces israéliennes lancent une opération antiterroriste dans cette ville palestinienne au nord-est de Naplouse. Au même moment, dans la localité de Tamoun, à 5 km de là, des frappes de drones visent plusieurs terroristes armés. À Toubas, les forces israéliennes viennent arrêter un suspect recherché qui se barricade à l'intérieur d'une maison et refuse de se rendre. Aussitôt, des échanges de tirs. Un Palestinien armé est éliminé. Fouaz Abou Ammar, membre de la branche armée du Hamas, avait été libéré en 2019 après plus de 2 ans et demi passés dans une prison israélienne. Au cours de l'opération, d'autres Palestiniens sont blessés, plusieurs suspects arrêtés, des armes et du matériel militaire saisis par les forces israéliennes. Les médias palestiniens parlent d'au moins 4 morts. Dans la matinée, des Palestiniens ont lancé des engins explosifs en direction des soldats de Tsahal. Sur ces images, un véhicule blindé, secoué par une explosion, est remorqué hors de Toubas. Ce dimanche, Jonathan Deutsch, un Israélien de 23 ans, avait été tué un peu plus à l'est, sur la route 90, lorsqu'un terroriste a ouvert le feu en direction de sa voiture, dans la vallée du Jourdain. Les terroristes ont pris la fuite. Entre-temps, ces 2 derniers jours, les forces israéliennes ont arrêté 5 suspects recherchés dans le village palestinien de Khablé et la zone frontalière alentour, et saisi plusieurs armes à feu, dont un fusil Carlo et 120 000 shekels en espèces. Objectif de cette opération, empêcher le phénomène des infiltrations et lutter contre le terrorisme. Et on retrouve Élise Rien, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous à distance. Élie, est-ce que finalement ces opérations comme celle à Toubas, par les Douvdevan, notamment par les forces d'élite, ne sont pas un simple pansement ? Alors oui, tout à fait, on peut dire que c'est un pansement. Avant ça, on peut aussi dire que le terrorisme et les terroristes en Judée-Samarie lèvent la tête et profitent d'une situation qui est, on peut se le dire, le plus flou entre ce qui se passe à Gaza, entre ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, qui vient de Liban, du Liban et de l'Iran, etc. Et oui, on peut appeler ça un placement, un placebo, mais c'est vrai que ce qu'on voit ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est que ça fait encore des opérations qui sont minimes, qui essayent d'être chirurgicales, alors qu'on est face à une situation qui demande d'autres solutions. Beaucoup de voix commencent à parler d'un Chomat Magen numéro 2, parce que ce qu'on voit aujourd'hui à Toubas, ce qu'on voit à Toul-Karem, ce qu'on voit dans les villages arabes, c'est des centaines de terroristes armés tous les jours, qui se cachent plus, qui sont là, qui font des marches, et donc au bout d'un moment, les soldats, les héros d'Ouvdevan ou de Hamas ou des autres unités qui rentrent tous les jours
pour arrêter un terroriste, pour arrêter 2 terroristes, ça ne suffit plus. Alors, à ce propos, vous dites les héros qui luttent, ça ne suffit plus face à des terroristes qui, en plein jour, montrent leur capacité militaire. L'un des activistes, Youssef Haddad, disait récemment « Pourquoi Israël n'utilise pas des drones pour taper contre ces parades militaires ?» Est-ce que c'est trop de dire cela ? Alors, encore une fois, l'usage des drones, en sachant qu'on ne sait pas exactement, comme en fait toute arme, il faut calculer combien on en a, combien on veut utiliser, etc. Et je pense que là, l'armée est encore très, très concentrée sur Gaza et peut-être sur le Liban qui arrive. Donc, tout ce genre d'armes qui coûtent énormément d'argent. Mais c'est vrai que les Sikoulim et Moukadim, donc les assassinations ciblées, comme on a connu à l'époque et comme on revoit aujourd'hui, ça peut être des opérations. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi... depuis peu maintenant, l'armée répète tout le temps qu'il y a un problème dans la région du Jourdain et en sujet de Samarie, ils parlent qu'ils sont très très inquiets. L'armée le dit qu'ils sont très inquiets. Alors, c'est très bien que l'armée est inquiète. Ça veut dire que l'armée comprend qu'il y a un problème. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi l'armée n'agit pas face à ce problème en fait. La grande différence, si vous voulez, avec Gaza, c'est qu'à Gaza, étant donné que c'est une guerre formelle, les directives sont prises par l'état-major, par les dirigeants politiques. Mais Avi Blod, qui est le nouveau commandant de région qui a remplacé Fuchs sur la région centre, l'armée aujourd'hui est assez forte pour décider, pour lancer des opérations de moyenne, voire de grande envergure. À ce propos, ça, c'est pourquoi on attend. Et Elie, à ce propos, quand on dit que l'Iran est derrière ces attaques de Merhola, de Tulkarem, où les terroristes tirent à bout portant, ça se traduit comment ? Comment on peut expliquer dans des mots simples que c'est l'Iran qui pousse ? Très simple. Alors, bien évidemment, le terroriste qui est sorti à Merhola, il n'a pas reçu un coup de téléphone d'un Iranien en lui disant « va faire l'attaque ». Mais l'explication en fait avec l'Iran est très simple. Ça nous renvoie un peu à la tête du serpent ou bien l'hydre de Lerne. On coupe une tête et il y a un autre qui pousse. Maintenant que le Hamas à Gaza est quand même très très affaibli, il faut se le dire, ils peuvent se concentrer sur la Judée-Samarie. Sans parler du fait que ce qui se passe avec le Liban, c'est qu'on a un pays qui est quasi handicapé dû au manque de décision du gouvernement. Donc en fait, le but de l'Iran, c'est de déstabiliser le plus la société israélienne. Donc c'est un jeu d'échecs. Maintenant que la dame à Gaza est tombée et que nous sommes plus ou moins faibles psychologiquement, donc ils mettent les efforts sur la Judée-Samarie. Mais alors, encore une fois, ça sent encore plus grande envergure. Tant qu'on n'attaquera pas, tant qu'on ne coupera pas la tête du serpent en Iran, on continuera à voir les Houthis, à voir le Liban, à voir en Judée-Samarie. Très rapidement, c'est ma dernière question. Cette image qui nous a tous choqués, qui vous a choqué, des Palestiniens illégaux, travailleurs illégaux, qui passent ce mur avec une échelle rétractable. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est venir avec un M16 et une ceinture explosive ? C'est une vidéo désolante parce que elle fait froid dans le dos en fait. Le fait qu'il y ait beaucoup de shabachim, comme on dit en hébreu, de sans-papiers qui rentrent pour travailler, c'est un phénomène connu. Et on avait essayé de le stopper, en fait, suite à la vague des attentats qu'il y avait eu il y a 1 an et demi à Tel Aviv, à Elad, etc. Et encore une fois, en fait, ça nous montre que les dirigeants politiques et les dirigeants de l'armée sont encore prisonniers, en fait, de la conception dont on parlait. On se dit, si on les laisse rentrer, ils vont pouvoir gagner de l'argent, ils vont pouvoir faire des attaques. Alors, est-ce qu'un jour, ces ouvriers d'aujourd'hui sont les potentiels terroristes de demain ? Bien évidemment. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête ? Bien évidemment, il faut que l'armée s'attaque à ce problème. S'attaque à ce problème. Le gros problème, effectivement, c'est que il y a beaucoup encore une fois, il n'y a pas assez de policiers et de militaires de partout. Et c'est encore les civils qui en paieront le prix. Merci. Exactement. Elie Azriel, on se retrouve très vite ici en plateau et à très vite. Avec plaisir, bonne soirée. En défense, merci à vous. Quand je disais à l'instant que les Israéliens payent le prix, eh bien, ce chiffre qui fait lui aussi froid dans le dos, 10 000 blessés depuis le 7 octobre. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit. 11 mois qu'Israël est en guerre. 11 mois que le pays pleure ses morts, mais également ses blessés. Selon le département de réhabilitation du ministère de la Défense israélien, plus de 10 000 personnes souffrent de traumatismes physiques ou psychologiques. Et tous les mois, plus d'1 millier de nouveaux cas sont recensés. La majorité d'entre eux sont de jeunes réservistes, plus précisément 68%.
51% ont entre 18 et 30 ans et 31% entre 30 et 50 ans. Au niveau des blessures, 37% des personnes touchées souffrent de blessures aux membres. 35% des cas souffrent de détresse émotionnelle ou d'un stress post-traumatique. 28% des blessés, soit plus de 2800 personnes, font face à des réactions psychologiques secondaires. Les hôpitaux comptent actuellement 192 cas de traumatisme crânien, 168 de cas de lésions oculaires et 690 cas de lésions de la colonne vertébrale. Le département traite également 50 cas d'amputation. S'ajoute à cette prise en charge 62 000 victimes de conflits précédents. Les prévisions indiquent que d'ici 2030, la moitié des blessés souffriraient de troubles psychologiques. Face à la situation, la direction du ministère de la Défense s'est réunie afin de discuter des actions à mettre en place. 10 fermes de réadaptation ont déjà été créées pour soigner les victimes souffrant de troubles psychologiques. Et pour terminer ce numéro de défense, on en parle très peu. On en a parlé souvent, oui, des dons faits de l'étranger à l'armée israélienne, mais en revanche, ce dont on n'a pas parlé, c'est le fait que l'armée israélienne, ces dernières semaines, a dit stop, pour des raisons, a priori, logistiques. Et je reçois Yohann Sabatier, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable francophone des collectes de dons à l'armée israélienne. L'armée israélienne, en l'occurrence Tamir Yadai, le chef de l'armée de terre, a dit stop. Il veut absolument réguler, dit-il, les dons. Vous dites que ce n'est pas tout à fait vrai concernant le mot réguler. Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'ils veulent aiguiller et qu'il n'y ait qu'une seule grosse association qui gère ces dons. Qu'est-ce qui le gère? En fait, tout est parti d'une missive, d'une lettre. Il a envoyé aux soldats en disant « Celui qui recevra des dons sans mon accord sera sanctionné ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des soldats, par exemple, qui vous disent on ne peut pas recevoir de dons? Non. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de Katsines qui ont reçu cette lettre, mais qui préfèrent, étant donné que l'armée ne leur donne pas tout, parce que je ne jette pas la pierre sur l'armée. Bien évidemment. Simplement, bon, on n'avait pas prévu une guerre d'une telle envergure et qu'on aurait autant de Milouïm et autant de temps. Donc, les militaires ont des besoins et... Là, on le voit sur ces images. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre? Vous avez réussi, en fonction de ce que vous disent les soldats, à leur apporter, par exemple, des drones, c'est ça? Exactement. Alors, c'est pas des drones militaires, hein, on est bien d'accord. C'est des drones qui leur permettent qui leur sauvent la vie, puisqu'en fait, le drone rentre en éclaireur avant une équipe de 20. Alors, l'armée fournit des drones. Elle en fournit un, on va dire, pour 100 soldats. Nous, notre but, c'est de fournir un par kita, c'est-à-dire un pour 20 soldats. Est-ce que l'armée israélienne vous a contacté en disant « stop » ? Non. Parce qu'on a ouvert un gmar aussi. C'est-à-dire un entrepôt. Un entrepôt pour prêter du matériel militaire pour les Milouïm. Pour les réservistes. Les réservistes, excusez-moi. Je vous en prie. Et donc, on prend bien sûr du matériel aux conditions israéliennes. C'est-à-dire avec des normes. Des normes. Ce qui est normal, parce qu'il y a eu beaucoup de dons. À mon avis, c'est de ça que parle le général en général. Dans sa lettre, c'est qu'il y a eu des dons qui sont venus qui n'étaient pas aux normes, qui venaient de Chine ou... en l'occurrence, par exemple, le générateur qui a conduit à la mort de ce soldat à Rafah, qui était visiblement défectué, qui était un don. Exactement. Mais vous, est-ce que vous pouvez regarder les soldats, regarder l'armée et leur dire que les dons qui arrivent en Israël sont vérifiés d'abord par vous? Oui. Ils sont vérifiés parce que d'abord, tout ce qui est militaire, de protection, c'est-à-dire les gilets, les céramiques, les casques, viennent de sociétés
israélienne. Ça, par exemple, ce film-là que vous nous avez envoyé, Exactement. c'est un film où vous dites, grâce à ces dons, le soldat a été sauvé d'une balle dans la tête. Exactement. Là, vous voyez, là c'est gilet, l'entrepôt voilà. où on donne Cette les vidéo. gilets. Alors, à l'heure actuelle, on en a déjà donné plus de 800 en gilets et plus de 1500 en casque. Et donc, on voit bien que, alors, les casques qu'ils ont à l'heure actuelle, là, c'est des casques de catégorie 3. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories dans le niveau de protection. Les casques de catégorie 3. Les casques qu'ils ont à l'heure actuelle, pas tous, parce que c'est-à-dire les militaires qui sont En période régulière. Voilà, eux sont équipés en général de meilleure qualité. Avec mais les Midwim. Est-ce qu'on peut quantifier le nombre de dons que vous avez fait depuis le 7 octobre? Alors, en termes de dons, on ne peut pas le quantifier. Peut-être oui pour les gilets, pour les casques, mais on a reçu beaucoup de dons de France qui ne sont pas des gilets et des casques. On a reçu à l'époque des sacs de couchage, on a reçu pour l'hygiène aussi, on a reçu plus de 4000 valises qui venaient par des voyageurs qu'on ne connaissait pas. 4000 valises. Il me reste 15 secondes. Vous dites donc aujourd'hui, oui, Tsahal veut limiter, mais pour l'instant, on continue. Nous, on continuera tant qu'on aura besoin de nous et tant que notre armée et notre peuple aura besoin de nous. Et voilà. Merci d'avoir accepté, Yohann Sabatier, de parler, parce que généralement, et on vous surnomme comme cela chez les donateurs, le soldat de l'ombre. Donc pour l'instant, vous êtes dans la lumière, dans Défense. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce Défense. Très bonne soirée à vous sur i24 News.